Ils sont médecins, mais aussi enquêteurs. De la salle d'autopsie jusqu'aux assises, où ils sont des témoins privilégiés, les légistes ont pour mission de faire parler les morts. Un métier fascinant pour ces 300 médecins qui réalisent chaque année en France 5000 autopsies. Dans l'enquête criminelle, l'autopsie est l'une des premières étapes. Incontournable, elle est décisive pour comprendre les circonstances d'une mort suspecte. Voyage dans l'univers médico-légal. Docteur Miras, le légiste, c'est celui qui pratique des autopsies, sur ordre de la justice en général. Et qu'est-ce que permettent ces examens ? Alors, les examens que l'on fait dans le cadre d'une autopsie permettent tout d'abord d'identifier la personne. On a deux possibilités. Ou bien on recueille des éléments qui permettent de valider l'identification de la personne, ou bien alors on n'a pas d'identité de la personne et on récupère des éléments comme des cicatrices, des tatouages, des fractures qui ont été consolidées. Et à ce moment-là, ça donne des éléments aux enquêteurs pour rechercher la personne et l'identifier secondairement. Ensuite ? La deuxième chose, c'est de donner la cause du décès. C'est quand même ce pourquoi on est requis initialement. Et la cause du décès, pour nous, elle est double. On a une cause qui est médicale. Est-ce que c'est un infarctus? Est-ce que c'est un accident vasculaire cérébral? Est-ce que c'est une infection pulmonaire? Donc ça, c'est purement médical. Et le second volet, c'est la mort médico-légale. Donc c'est deux choses différentes. Et la mort médico-légale, c'est ou bien la mort naturelle, l'infarctus ou l'infection pulmonaire par exemple, ou bien c'est l'homicide, ou bien c'est l'accident. Ça peut être le suicide également. Par exemple, si vous trouvez quelqu'un qui est au bas d'un immeuble, qui est décédé, qui est tombé du 5e étage par exemple, notre travail, c'est de savoir s'il s'agit d'un suicide, d'une personne qui s'est jetée d'elle-même par la fenêtre. Est-ce que c'est un crime, quelqu'un qui a été défenestré, on l'a passé par la fenêtre, ou est-ce que c'est un accident, c'est quelqu'un qui réparait ses rideaux par exemple, et qui a glissé de l'escabeau et qui est tombé par terre. Donc ça, c'est la cause médico-légale. Et on doit donner la cause médicale, puis la cause médico-légale. Le troisième point, c'est la datation de la mort. C'est important. Et oui, on nous demande... Quand la cause médicale et médico-légale de décès est évidente, la première question qui est posée par les enquêteurs, c'est depuis quand cette personne est décédée. Donc là, on doit recueillir énormément d'éléments pour permettre d'estimer le délai post-mortem. On ne peut jamais donner une date et une heure précise de décès. En revanche, de l'estimer, oui, et on a plusieurs éléments pour estimer la date de décès. Et puis le dernier point, ce sont tous les prélèvements que l'on va faire. On fait des prélèvements toxicologiques pour rechercher s'il n'y a pas des intoxications à des médicaments ou des produits stupéfiants et des produits plus rares. On fait des prélèvements histologiques, donc des organes que l'on va prélever en partie pour examiner au microscope. On fait des prélèvements génétiques, bien entendu, on fait des prélèvements anthropologiques, on fait des prélèvements balistiques aussi, pour essayer de déterminer les distances de tir, les trajectoires, etc. Vous êtes spécialisé en balistique lésionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la balistique lésionnelle, c'est complètement différent de la balistique. Le balisticien, lui, s'occupe de l'arme et du projectile jusqu'à ce que le projectile sorte du canon. Ensuite, la balistique lésionnelle s'occupe des lésions qui sont provoquées par le projectile lorsqu'il touche le corps, jusqu'à ce qu'il en ressorte éventuellement. Ça, c'est de la balistique lésionnelle. C'est votre spécialité. Ça, c'est ma spécialité. Et puis, on a entre les deux. Entre les deux, c'est déterminer les trajectoires de tir, les distances de tir, les positions des agresseurs, du ou des agresseurs, et de la victime. Et ça, c'est fait de manière conjointe par le balisticien et par le médecin légiste. En tout cas, c'est comme ça que ça doit être fait. Parce que lorsque l'on veut déterminer, par exemple, une angulation de tir, il faut qu'on examine la peau. Il faut qu'on se serve du scanner, des radios qui ont été faites. C'est évident que ce n'est pas le balisticien qui va pouvoir faire ces interprétations. En revanche, pour les tests techniques d'essai que l'on fait avec les armes pour calculer les distances de tir, c'est des distances théoriques qui sont faites par le balisticien, donc il faut les deux. Et vous les faites à la demande de qui, ces autopsies ? Alors, les autopsies sont, dans la quasi-totalité des cas, demandées par le parquet. C'est le procureur de la République qui, avec deux types de rapports, un rapport d'enquête de police, ou de gendarmerie, mais c'est ce qu'on appelle un rapport spécial de découverte de cadavres de police, et un rapport médical fait par un médecin ou un médecin légiste sur place. Avec ces deux rapports, le procureur décide de faire ou de ne pas faire d'autopsie. L'autopsie, c'est ce qui a permis d'en savoir plus sur les circonstances de la mort du petit Lubin, conduit aux urgences par ses parents en décembre 1994, dans un profond coma. 3 jours plus tard, Lubin mourait d'une hémorragie cérébrale. Qu'avait-il bien pu arriver à ce bébé de 2 mois ? Un mystère pour les urgentistes. Certes, Lubin était né avec plus d'1 mois d'avance et une forte jaunisse, mais depuis, il s'était remis et grandissait normalement. Tous ceux qui avaient rendu visite aux jeunes parents et aux bébés pouvaient en témoigner. Quand nous sommes arrivés, il sortait du bain, il était sur la table allongée à côté de la baignoire, il était magnifique.
C'était un tout petit bout de chou et il était très attentif aux voix, aux sons. Ça, j'en ai le souvenir. Et d'un bébé très calme, c'est-à-dire il n'a pas du tout pleuré pendant tout le temps où on était là. Une mort vraiment étrange. Alors Lubin est autopsié et les légistes découvrent un petit corps meurtri. Les radios mettent en évidence de très nombreuses fractures à la clavicule, au bras, au tibia aussi, accompagnées cette fois-ci d'un arrachement osseux. Les médecins constatent encore une fracture de la voûte crânienne et d'importantes lésions au cerveau. Voilà pourquoi est mort Lubin. Dans leur expertise, les médecins ont pris soin de tout contrôler, et plus particulièrement de vérifier si Lubin ne souffrait pas de la fameuse maladie des os de verre, ce mal qui fragilise le squelette, ou d'une autre pathologie osseuse. Mais l'hypothèse est formellement écartée. L'affaire prend alors une toute autre tournure. Le diagnostic médico-légal change tout, et la mort de Lubin devient une enquête criminelle. Pour nous, ce qui était le plus important, c'était qu'il y ait des fractures qui soient de datation différente. Parce qu'il peut arriver un accident, il peut arriver une chute d'un bébé. On n'est pas à la merci d'un problème. Maintenant, plusieurs fractures de datation différentes, là, c'est une suspicion qui est plus importante. Donc on peut effectivement supposer qu'il y a eu quelque chose de beaucoup plus grave. Alors, Lubin était-il un enfant battu? Les enquêteurs veulent vite entendre les deux seules personnes qui peuvent lui avoir infligé ses blessures. Ses parents, Magali Guillemot et Jérôme Duchemin, les seuls à s'être occupés de lui depuis sa naissance. Immédiatement placés en garde à vue, ni l'un ni l'autre ne donnent d'explication satisfaisante. Magali se rappelle seulement avoir cogné une fois la tête de son petit garçon contre une porte entrebâillée. Rien d'autre, selon elle. Un tel choc aussi minime comme elle me le décrivait ne pouvait pas être à l'origine de telles blessures et que la vie médicale était dans ce sens et qu'elle n'était pas logique et rationnelle à ce sujet-là. Et c'est là où elle renchaîne et qu'elle m'explique qu'effectivement elle n'a pas de solution, qu'elle n'a pas d'explication et qu'elle n'en a pas à me fournir. Interrogé dans une autre pièce, Jérôme n'est guère plus loquace. Il se demande si à tel moment, ayant eu un geste un peu brusque, est-ce que ça a pu provoquer une fracture ou lorsqu'il lui a fait faire l'avion, comme on le fait avec les enfants. Heureusement, il semble qu'on ne le fasse plus parce que c'est incontestablement un risque, ça c'est une évidence, mais il est dans cette recherche. Cela n'explique pas toutes ces fractures aux bras et aux jambes. Pour les enquêteurs, ça ne tient pas. Lubin n'a pas pu mourir pour quelques gestes brusques ou imprudents de ses parents. Pas d'aveu donc. Pas de témoin non plus d'éventuelles scènes de violence. Et sans cette autopsie, sans le travail des légistes, personne n'aurait jamais eu connaissance du calvaire de Lubin. Jamais il avait de marque enfin moi on l'a jamais vu avec des marques qui pouvait laisser à supposer qu'il était maltraité. Alain Miras, la première étape d'une autopsie, qu'est-ce que c'est? Lorsque le corps arrive à l'Institut médico-légal, la première chose que l'on fait, avant l'examen du corps lui-même, c'est de faire une radiographie et ou un scanner. Et qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce qui vous arrive de trouver? Alors, ce qui nous arrive de trouver et ce que l'on recherche, c'est des éléments d'identification, c'est-à-dire qu'on va rechercher par exemple sur une radiographie une prothèse de hanche ou une ostéosynthèse, c'est-à-dire qu'un clou centro-médulaire qui va être mis dans une fracture ancienne de fémur, qui va nous permettre d'identifier la personne ou, comme on le disait tout à l'heure, de valider l'identification de la personne. De son dossier médical passé. Absolument, absolument. Et puis la deuxième chose que l'on peut voir, ce sont des projectiles, par exemple, sur le plan balistique, puisqu'on s'intéresse beaucoup à ce genre de choses, et ça a quand même un intérêt majeur là-dessus. On peut voir des projectiles, de localiser les différents projectiles au niveau du corps, que ce soit au niveau de la tête, du thorax ou de l'abdomen ou des membres. En passant une radio. En passant des radiographies. Et là, vous en avez une. Alors on a effectivement un projectile qui est au niveau de la poitrine, et on pourrait croire que c'est un tir qui a lieu au niveau thoracique. En fait, pas du tout. C'est un tir qui a lieu au niveau crânien. Le projectile est arrivé de côté, près de la pommette, a pénétré le crâne, a tapé ce qu'on appelle la base du crâne, donc une partie qui est centrale mais qui est très dure, et le projectile a changé de direction et est descendu. Et on voit qu'au fur et à mesure de sa progression descendant
dans la colonne vertébrale, il fragmente, il laisse des petits éléments métalliques jusqu'à se stabiliser au niveau de la 4e vertèbre dorsale. Donc une balle dans la tête qui ricoche sur un os et qui descend ici. Qui est déviée au niveau d'une structure osseuse particulièrement dure et qui change complètement de direction, qui a fait un angle de 90 degrés pour descendre à travers toute la colonne vertébrale. Et ça, si vous ne faites pas de radio, vous ne la retrouvez jamais, cette balle. Ça va être extrêmement compliqué de retrouver un projectile comme ça, surtout qu'en l'espèce, il y avait plusieurs autres projectiles qui avaient traversé le crâne. Et si vous n'avez pas une radio pour localiser, vous risquez ou de passer à côté, ou alors de passer énormément de temps pour la rechercher. Des balles qui dévient comme ça, c'est fréquent? C'est très fréquent. C'est très fréquent. Il faut savoir que le projectile subit des déviations chaque fois qu'il change, qu'il rencontre une structure de densité différente, notamment au niveau osseux. Alors parfois la déviation n'est pas énorme, bien entendu, mais dans certains cas, comme celui-ci par exemple, elle est extrêmement importante. Et ensuite, donc, radio, scanner, et ensuite la chronologie de l'autopsie, qu'est-ce que c'est? Alors ensuite, dès qu'on a réalisé la radiographie et le scanner, et surtout dès qu'on a eu les résultats du scanner, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le scanner, ce qui est bien quand même, c'est d'avoir les résultats, d'avoir les images pour pouvoir progresser. À ce moment-là, on fait l'examen externe du corps. C'est-à-dire que l'on va examiner le corps sur toutes ses faces, on va noter tous les éléments qui sont importants, dans le cas d'identification, on en a parlé tout à l'heure, mais également des éléments qui sont anormaux, c'est-à-dire des plaies, des hématomes, des lésions particulières, des déformations. Tout ça va être noté, va être mesuré, et on va s'en servir bien sûr pour établir la cause du décès et l'existence de violence ou l'inexistence de violence. Parce que notre gros danger, c'est de vouloir attribuer toutes les lésions qu'on va retrouver, tous les hématomes, à un fait criminel. Et parfois, ces hématomes sont antérieurs et n'ont rien à voir avec le fait criminel. Donc, on déshabille le corps, on le pose nu sur le dos, on l'observe, on prend des notes. Et on prend des notes. On examine les organes un par un, on fait des prélèvements au niveau de ces différents organes. Qu'est-ce que vous prélevez? Alors, c'est très variable. On va prélever, bien sûr, tout ce qu'on appelle les liquides biologiques, à savoir du sang, de l'urine, la bile, le liquide gastrique, donc le contenu gastrique, et puis on prélève des fragments tissulaires aussi, parce qu'on doit confier certains éléments à des histologistes qui examinent ça au microscope. Donc si c'est un poumon, on va prélever plusieurs petits fragments pulmonaires. Au niveau du foie, on fait pareil, au niveau du rein également. Au niveau du cœur, on prélève en principe le cœur en entier, puisqu'on doit faire rechercher par des spécialistes les anomalies qu'il peut y avoir au niveau du cœur. Donc c'est certain qu'on ne peut pas prendre un fragment de cœur pour faire un examen histologique cardiaque, c'est évident. Donc prélèvement de liquide, prélèvement de tissu, et tout ça, ça part où ensuite? Tous les prélèvements toxicologiques partent au laboratoire qui a été requis par la justice, bien sûr. Et puis tous les prélèvements à visée histologique partent chez l'autre expert qui a été choisi par la justice également. Après cette batterie d'examens sur le corps de Lubin, les médecins en ont la certitude. L'enfant a subi des sévices répétés qui dateraient de plusieurs semaines. La question est maintenant, lequel de Magali ou de Jérôme l'a ainsi martyrisé? Les policiers l'ont découvert au cours de leur enquête, le couple ne s'entendait plus. Et cela bien avant la naissance de Lubin. Du coup, chacun s'occupait de l'enfant à tour de rôle. Magali ou Jérôme, seul avec le bébé. Impossible de déterminer avec certitude la culpabilité de l'un ou de l'autre. Dans le doute, tous les deux sont renvoyés devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour maltraitance habituelle ayant entraîné la mort. Dans le box, ils ne diront rien de plus qu'aux enquêteurs. On a quand même des parents donc qui nient et puis qui parlent de un petit coup dans le micro-ondes et puis oui là je lui ai peut-être un peu tordu le bras et puis là je lui bon. Ce qui est en décalage complet avec les violences que Lubin a subies, hein, en décalage complet. D'ailleurs, il y a un expert au premier procès qui est venu montrer de quelle manière il avait été frappé pour que de telles blessures lui soient occasionnées. L'expert va prendre le baigneur, va tordre la jambe pour montrer comment est-ce qu'on arrache un genou, va également prendre le baigneur et faire le geste de le projeter contre un mur pour montrer que la fracture du crâne ne peut être faite que par une projection et non pas par un choc contre un objet inerte. La démonstration de l'expert est convaincante et dans la cour d'assises, l'assistance est pétrifiée. Et tout le monde dans la salle, il y avait un silence, j'ose dire, de mort qui régnait dans la salle. Oui, c'était une image très frappante. Et à ce moment-là, Jérôme et Magali dans le box étaient défaits, complètement défaits. Après 3 jours d'audience,
la justice tranche et acquitte Jérôme Duchemin. Les débats ont mis en évidence qu'au moment des premières blessures, il travaillait le jour et s'occupait de Lubin la nuit. L'obscurité pourrait expliquer qu'il n'ait rien vu des traces de coups sur l'enfant. Et puis, s'il était l'auteur des coups, Magali aurait entendu, elle était là, tout près. Quand on aborde vraiment la chronologie des faits, les derniers jours de Lubin, c'est là où en fait se dessine autre chose, qui n'est pas la culpabilité de Magali, mais qui serait plutôt l'impossibilité matérielle pour Jérôme Duchemin d'avoir commis ces actes-là. Et si ce n'est pas lui, alors ça ne peut être que Magali. C'est la logique imparable de la justice. La mère de Lubin est condamnée à 15 ans de réclusion, mais elle conteste l'arrêt rendu par les assises. Lors de son procès en appel, ses avocats tentent de faire valoir une nouvelle théorie. Je me renseigne, je vais voir des experts qui m'expliquent le mécanisme du bébé secoué et qui m'expliquent notamment qu'un enfant secoué ne pleure pas forcément. C'est-à-dire que lorsque un parent secoue son enfant, il est généralement en difficulté vis-à-vis de cet enfant. Il y a des problèmes de biberon, il y a des problèmes d'autorité, il y a des problèmes d'intolérance. Et lorsque cet enfant est secoué, cet enfant peut être en apnée et donc ne plus avoir de souffle et donc ne pas pouvoir crier. Pour Magali, l'enjeu est majeur. S'il est attesté qu'elle n'a pas eu conscience de faire du mal à son bébé, qu'il n'y a pas eu intention de donner la mort, les jurés seront nécessairement plus cléments. En investiguant, on a quand même vu qu'il y a des symptômes qui sont caractéristiques du syndrome du bébé secoué. C'est une piste qui peut être étayée par des éléments du dossier, qui aurait nécessité d'être complétée, investiguée, et qui n'a pas été faite au cours de l'instruction. Une piste d'autant plus intéressante pour la défense de Magali qu'elle s'appuie sur des statistiques. Dans les affaires de bébés secoués, c'est la plupart du temps le père qui est mis en cause. Quand elle essaie de dire, peut-être de se faire violence elle-même finalement pour pouvoir dire les choses et passer ses propres blocages, eh ben on la croit pas. C'est bien dommage. Parce que là encore, les experts sont convaincus que les explications de la mère ne collent pas avec l'autopsie. Pour eux, le syndrome du bébé secoué peut expliquer l'hémorragie cérébrale, mais pas ses multiples fractures. Magali Guillemot est à nouveau condamnée, 10 ans de réclusion au lieu de 15. On le voit dans cette affaire, il n'est pas toujours facile d'interpréter les observations faites sur un corps. C'est très compliqué l'interprétation. Pour nous, ce qui est relativement facile, avec les moyens techniques que l'on a et l'expérience que l'on peut avoir, c'est faire le diagnostic. Faire le diagnostic d'une fracture, c'est facile. En revanche, l'interprétation médico-légale de cette fracture, ça c'est beaucoup plus délicat. Parce qu'on doit dire si c'est une fracture qui est volontaire, involontaire, si c'est un accident. Et ça, c'est l'interprétation qui nécessite justement de travailler à plusieurs. Alors comment faites-vous pour le dire ça? Fracture volontaire, fracture involontaire, c'est quoi la différence? Alors la différence, elle tient surtout basée sur plusieurs éléments. Tout d'abord sur le type de fracture lui-même. Est-ce que c'est une fracture qui est spiroïde, qui est en torsion par exemple? Est-ce que c'est la fracture du ski? Voilà, exactement ça. Est-ce que c'est une fracture qui est relativement nette? Donc ça, c'est le type de fracture qui nous permet déjà d'orienter. Et la deuxième chose, c'est que l'on va comparer ça avec l'âge du bébé, en l'occurrence, et son degré d'autonomie. Il est évident que si on a une fracture qui est spiroïde, donc par torsion, c'est un bébé qui a 2 mois, on est ipso facto vers une origine volontaire de l'acte fait par un adulte qui va faire une torsion au niveau du membre inférieur, par exemple. Et la fracture droite? Alors, en revanche, une fracture droite du fémur, par exemple, en fonction de ce qui va être dit par les adultes qui ont découvert l'enfant et qui ont emmené l'enfant à l'hôpital, oui, ça c'est possible. On a des cas, par exemple, le nourrisson qui a 2 mois est mis dans son cosy, et puis l'adulte le retire de ce cosy, brutalement, trop brutalement, sans s'être rendu compte, par exemple, que certes, le harnais était enlevé, mais la ventrale est toujours présente. Et en le sortant très brutalement, on va avoir un effet de levier au niveau du fémur, et le fémur peut présenter une fracture à ce moment-là. Donc on est typiquement dans l'interprétation médico-légale, à savoir qu'il est possible que cette fracture soit survenue de manière non intentionnelle. Il y a des violences, bien évidemment, on a tiré le bébé trop vite, mais la volonté n'était pas de faire une fracture. Est-ce que vous avez déjà senti que vous étiez en train de faire basculer un procès? Oui,
Oui, bien sûr qu'on le sent, mais c'est ça qui est d'ailleurs le plus stressant, c'est qu'avant d'arriver au procès d'assises, on a fait nos expertises, bien entendu, l'autopsie, les expertises complémentaires, la reconstitution, et on sait très bien qu'en fonction notamment de comment va se passer la reconstitution criminelle et de ce que vont dire les avocats des deux parties, on sait très bien que lors de la session d'assises, ça va être chaud, entre guillemets, et que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que étant donné qu'on se base sur des cas difficiles, bien évidemment, sur de la bibliographie et sur des avancées techniques et sur des expériences technologiques à ce moment-là importantes, on sait très bien que le doute sur les recherches que l'on va faire, sur les doutes sur la science, peuvent faire relaxer à tort ou à raison une personne qui était suspecte d'avoir provoqué des lésions. Et le doute, il est omniprésent dans le dossier Pontieux. Il est 5h10 du matin, ce 22 septembre 1997. Le médecin légiste est appelé sur les lieux d'un crime. Les Pontieux, un couple de cafetiers de Nogent-sur-Oise, étaient au lit lorsqu'un individu a surgi dans leur chambre. Il voulait la recette de leur bar tabac situé au rez-de-chaussée de la maison. Je suis descendue en bas dans la réserve du café. J'ai manipulé l'alarme. Je ne sais pas si j'ai fait le bon code, si je l'ai tapé trop vite, toujours est-il que quand j'ai ouvert la porte qui donne dans le bar, l'alarme s'est déclenchée. J'ai pris la boîte en fer qui était dans le coffre. Dans cette boîte en fer, il y avait la recette PMU. L'alarme sonnait toujours. Je suis remontée et arrivée presque en haut de l'escalier. À ce moment-là, j'ai vu quelqu'un qui partait vers la cuisine. Je suis partie dans notre chambre. Et puis là, j'ai vu Gérard allongé sur notre lit. Au fond du lit, il était ensanglanté. Les pompiers ne parviendront pas à le sauver. Pour enquêter sur ce qui est donc un meurtre, les policiers ont peu d'indices. Seulement le témoignage de l'unique survivante, Jacqueline, et l'autopsie du corps de Gérard. Ce qui était important, c'est de déterminer très exactement les causes de la mort et le pourquoi de la mort, puisqu'on était dans une situation d'arme blanche, mais manifestement pas de blessure par couteau. Alors le légiste se met au travail. Le docteur Vorauer dénombre 13 blessures, toutes causées par un objet pointu. Peut-être un ciseau à bois ou bien un tournevis. Selon lui, l'arme devait être longue car certaines plaies sont profondes de 9 cm. Alain Miras, on a une victime tuée avec une arme blanche. Les légistes disent tournevis ou ciseau à bois. Qu'est-ce qui leur permet de dire ça ? C'est très difficile d'affirmer ou de dire qu'il s'agit de telle arme blanche ou de telle autre. Néanmoins, on a des aspects caractéristiques et je pense que si les légistes ont dit que c'était un ciseau à bois ou un tournevis, c'est qu'ils ont suffisamment d'éléments macroscopiques pour le faire. Il n'empêche que globalement, avec une seule plaie, c'est difficile, sauf cas particulier, d'affirmer et de pouvoir préciser ce qui nous importe, c'est-à-dire la longueur de la lame et la largeur de cette lame. C'est beaucoup plus facile lorsqu'il y a plusieurs plaies. Parce qu'à ce moment-là, on arrive à faire des moyennes, on arrive à extrapoler sur la profondeur d'atteinte et sur la largeur de la lame. Mais avec une seule plaie, c'est vrai que c'est quand même relativement difficile. Vous nous avez apporté des photos qui proviennent de dossiers dans lesquels vous avez été capable de déterminer l'arme du crime. Là, je voulais vous montrer une image de reconstruction en 3 dimensions du crâne qui montre juste au-dessus de l'œil un impact qui a été provoqué par la crosse d'une arme de poing. Et puis, en dessous, des fractures au niveau de l'orbite gauche et de la mandibule gauche, qui sont également des fractures qui ont été provoquées par le traumatisme avec la crosse de l'arme. Ce sont des images que l'on projette en cour d'assises notamment pour expliquer la trajectoire balistique que l'on a pu déterminer avec une entrée qui est occipitale et une sortie qui est frontale. Et il est évident que ce genre d'image est plus facilement transposable lors des sessions d'assises plutôt que les images et les photographies du corps. Le légiste examine aussi la localisation des blessures de Gérard Pontieux. Il en a sur les bras. En revanche, ses mains sont parfaitement intactes. On n'a pas de lésion au niveau des mains qui pourraient penser que des coups de poing étaient donnés, etc. Donc, pour le moins, la victime a essayé de se protéger. Gérard passif, ça ne colle pas vraiment avec ce que les enquêteurs apprennent de la personnalité du cafetier.
Il se serait battu, il se serait défendu de toutes ses forces. Et le connaissant quand même, c'était quelqu'un qui avait du caractère, qui peut être aussi assez nerveux dans ces cas-là. Et je pense qu'il n'aurait pas laissé partir le fruit d'une journée de recettes comme ça. Mais il faut creuser tout ça. Et il y a autre chose encore qui interpelle les enquêteurs dans le rapport du légiste. Ce sont ces 3 plaies au visage. C'est d'ailleurs l'un de ces coups qui a été fatal à Gérard Ponthieu. Nous nous sommes posé la question à savoir pourquoi ce cambrioleur, d'un seul coup, qui arrive en fait finalement sans arme, d'un seul coup s'est déchaîné à ce point sur Gérard Ponthieu. Et le fait qu'il y ait 3 blessures portées au visage nous permettait de penser qu'il pouvait y avoir un lien d'affectivité entre Gérard Ponthieu et son agresseur. Un lien d'affectivité. Ce serait donc le crime d'un proche. Et si c'est ça, les policiers ont une théorie. Leur suspect, c'est Jacqueline, l'épouse. Et le mobile, c'est l'argent. Car le couple a déjà connu par le passé quelques épisodes houleux à ce sujet. Il semble même que la gestion des finances du bar tabac, dont s'occupe Jacqueline, laisse un peu à désirer ces derniers temps. Mais entre accumuler les dettes et assassiner son mari, il y a un monde. Les enquêteurs piétinent, et c'est encore une fois la médecine légale qui va venir à leur secours. L'expert toxicologique fait état de la présence donc anormale d'un produit dans le corps de Gérard Ponthieu qui s'appelle le GHB, appelé actuellement la drogue du violeur, un médicament qui endort en fait la personne et qui l'empêche de réagir. Et il nous dit que les taux découverts sont importants et il semblerait que Gérard Ponthieu ait absorbé ce produit. Lorsque la victime est sous l'effet de ce médicament, elle va être très facilement soumise à son agresseur. Voilà donc pourquoi Gérard ne se serait pas défendu. La drogue du violeur, indétectable, le GHB, appelé aussi gamma-OH, n'a ni odeur ni saveur et existe sous plusieurs formes. Poudre, capsule ou granulé à dissoudre dans une boisson. Et la seule personne qui aurait pu administrer ce médicament à Gérard Ponthieu, c'est sa femme. C'est avec elle, seule, qu'il a passé la soirée. Encore et toujours Jacqueline. Alors naturellement, le premier endroit où les enquêteurs vont aller rechercher des traces de GHB, c'est dans la cuisine des Ponthieu. Tout ce qui se trouvait dans la cuisine et qui constituait notamment les restes de repas ou d'apéritifs ont été saisis pour examen. Et effectivement, parmi donc ces constatations, on constate que parmi les 2 verres qui ont servi à l'apéritif pris par monsieur et madame Ponthieu, un verre a été lavé. L'inspection ne donne rien. Aucune trace de GHB sur les lieux. Les policiers me disent « Bon, mais vous avez drogué votre mari, vous lui avez fait boire du gamma-OH que vous avez dû verser... » Donc, je demande ce qu'est le gamma-OH. Je ne connais pas ce produit-là. Je n'en ai jamais entendu parler, je n'en ai jamais eu, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ignore ce que c'est. On m'explique que c'est la drogue du violeur, qu'on en trouve aux États-Unis. Je ne suis jamais allée aux États-Unis. Je leur répète maintes et maintes fois que je n'ai rien mis que ce soit dans le repas, que ce soit dans les verres à Gérard. Je ne lui ai rien fait boire, je ne l'ai pas drogué, je ne l'ai pas empoisonné. Et puis je ne fais que ça, que dire que non, que je n'ai rien donné. Mais les enquêteurs ont toujours cette conviction. Personne d'autre que son épouse n'a pu droguer Gérard. Jacqueline Carrère-Ponthieu est mise en examen et renvoyée devant les assises en décembre 2003. Et là, coup de théâtre. Un expert en toxicologie explique à la barre que le gamma-OH n'a pas forcément été administré à Gérard. Il se peut que ce soit son corps qui l'ait sécrété post-mortem. C'est un coup de tonnerre parce que l'accusation portée contre Jacqueline Carrère repose essentiellement sur l'absorption de GHB qu'elle aurait administré à son mari. Si on vient nous dire que le GHB est autoproduit par le corps après le décès,
évidemment, les accusations portées contre elle en prennent quand même un sérieux coup. Pour moi, c'est un tel soulagement. Un tel soulagement. Je ne suis plus accusée. Je l'ai pas droguée, je l'ai pas empoisonnée, j'ai rien fait. Mais là, on le prouve. Là, c'est prouvé. Tout un pan du dossier d'accusation s'effondre. Et Jacqueline se croit à ce moment-là tirée d'affaire. Mais le docteur Vorauer est maintenant appelé à la barre. La Cour l'entend sur un point de l'autopsie jamais évoqué jusqu'ici. L'examen du bol alimentaire. C'est-à-dire les aliments qui se trouvaient dans l'estomac de Gérard. Leur état de digestion au moment de la mort constitue une indication précieuse. Sur l'autopsie, je constate qu'il y a effectivement une bonne conservation du bol alimentaire qui, pour moi, faisait un repas tardif, c'est-à-dire 11h, minuit. Ce qui est tout à fait plausible, hein, ça peut arriver. Et elle me dit non, ce repas a eu lieu beaucoup plus tôt. Je dis mais là, c'est pas comme ça, puisqu'en général, 4 heures après un repas, il y a une évacuation gastrique. Ça ne colle donc pas avec le témoignage de Jacqueline, qui depuis le début de l'enquête dit et redit qu'ils ont dîné vers 21h. La confusion est à son comble. Difficile pour les juges et les jurés de poursuivre dans ces conditions. Le procès est donc renvoyé. Une contre-expertise est demandée qui confirme les conclusions du docteur Vorauer. Je suis déclarée coupable d'avoir tué Gérard. Et je suis condamnée à 15 ans de... 15 ans. Alors Jacqueline fait appel de cette décision. Un nouveau procès commence avec son habituel défilé d'experts et de témoins. Mais cette fois, des voix qui jusqu'à présent avaient eu du mal à percer se font entendre. Celles des pompiers, présents le soir des faits. Ils affirment qu'à 2h40, heure de leur intervention, Gérard rendait son dernier souffle. Et là, le docteur Vorauer est pris au dépourvu. À la barre, il admet qu'un doute subsiste. J'avoue que moi, comme avocat de la partie civile, j'étais complètement désarçonné. Je me souviens d'avoir posé une question pour essayer de lui demander quand même de défendre son rapport. Et le docteur Vorauer a absolument donné aucune explication. Envolé toutes les supputations des précédents procès, le dossier s'effondre tout entier. Après 13 ans d'enquête et 23 conclusions d'experts, Jacqueline Carrère-Ponthieu est acquittée. Dans cette affaire, il est question de bol alimentaire. Le bol alimentaire, c'est tout ce qui est contenu dans la cavité gastrique lorsqu'on fait l'autopsie. Le bol alimentaire va pouvoir nous renseigner sur le délai entre le dernier repas et l'heure du décès. Mais ça ne va pas pouvoir nous donner l'heure du décès. Alors, quelle indication ça donne? Ça va nous donner une indication si on connaît de manière précise l'heure du dernier repas. Si on ne connaît pas l'heure du dernier repas, ça n'a pas beaucoup d'apport. Pour être plus simple, quand vous avez un bol alimentaire de 500 grammes par exemple, on sait que ce bol alimentaire diminue de 50%, donc est évacué de 50% toutes les 2 heures. Mais ça dépend de beaucoup de facteurs. Si vous mangez des aliments très chauds ou très froids, ça ralentit l'évacuation. Si ces aliments sont très riches en lipides, ça ralentit également l'évacuation. Et si les aliments sont très solides, il y a peu de liquide, ça ralentit également l'évacuation. Est-ce qu'il y a des facteurs qui accélèrent la digestion? Oui, il y a des facteurs d'excitation, ceux dont on vient de parler, en fonction de leur existence, et des facteurs d'excitation tels que le café, par exemple, qui peuvent accélérer. Mais vous voyez que lorsqu'on examine le bol alimentaire, tous ces facteurs qui perturbent l'évacuation gastrique, on ne les connaît pas. Lors de l'autopsie, on ne peut pas connaître la température des aliments que vous avez ingérés. Déterminer l'heure de la mort, on vous demande ça souvent. Alors comment faites-vous? On a plusieurs éléments qui nous permettent d'approcher la date du décès. Il faut savoir qu'on ne peut pas donner un horaire précis. On ne va pas pouvoir dire que cette personne est décédée à 15h30. C'est absolument impossible. La première chose sur laquelle on se base, ce sont les lividités. C'est quelque chose qui est très connu et que l'on voit dans les séries télévisées. Les lividités, c'est quoi? C'est le sang qui va, après le décès, descendre en obéissant à la gravité et va s'accumuler au niveau des vaisseaux les plus bas situés, les plus déclives. Et on aura un aspect de couleur lit de vin un petit peu violacé, sauf au niveau des zones d'appui, bien sûr, puisque si le corps repose sur les omoplates, par exemple, la zone d'appui sera blanche, mais en périphérie, on aura ces aspects très foncés. Donc ça, ce sont le sang descendra vers le dos. Absolument. Ces lividités apparaissent entre 15 minutes et 3 heures après le décès. Donc on comprend tout de suite que seules les lividités, ça ne nous permet pas de déterminer le délai post-mortem. C'est pas possible.
Le deuxième point sur lequel on s'appuie, ce sont les rigidités. Après le décès, les muscles se contractent et on a un aspect du corps qui est complètement rigide, que ce soit au niveau des bras, au niveau des membres inférieurs ou au niveau des mâchoires. Le corps est très contracté. Combien de temps après le décès? 30 minutes à 7 heures après le décès. Ça apparaît. Donc vous voyez qu'encore une fois, on a un délai très large, même sur le départ des rigidités. Juste en s'appuyant sur les rigidités, on ne peut pas déterminer le délai post-mortem. On s'en servira comme lividité pour compléter. Après le décès, le corps va se stabiliser à la température ambiante. Si la température ambiante est de 40 degrés, la température du corps va monter à 40 degrés. Si en revanche la température ambiante est à 10 degrés, eh bien après le décès, progressivement, la température du corps va descendre jusqu'à se stabiliser à 10 degrés. On va pouvoir dire, eh bien le décès est survenu il y a 15 heures, plus ou moins 3 heures. Et c'est là que vont intervenir les lividités et les rigidités, puisque grâce à ça, on va pouvoir affiner notre intervalle et remonter leurs limites inférieures et diminuer leurs limites supérieures. Mais même lorsque les légistes font du bon boulot, ils ne peuvent pas toujours donner de réponse aux enquêteurs. L'affaire des disparus de Perpignan en est l'illustration. Le 21 décembre 1997, un habitant du quartier de la Gare de Perpignan découvre, dans un terrain vague, en face de chez lui, un cadavre dénudé. C'est une jeune femme. Elle s'appelle Mokhtaria Chaïb. La sauvagerie du crime est insoutenable. Le corps avait été transporté, tiré par les chevilles. Donc on retrouve ce corps, je vous dis, exposé. Alors avec des coupures, des ablations, complètement dénudé et exsangue, c'est-à-dire aucune trace de sang. Il y a plusieurs coups de couteau dans le cœur, une lame fine. Les découpes corporelles sont précises, on dira chirurgicales. La jeune femme a également été éviscérée, ses seins et ses organes sexuels amputés. L'auteur de ce crime avait forcément des notions d'anatomie et le matériel approprié. L'autopsie établit qu'il s'est servi d'un long bistouri ou d'une lame fine de type laguiole. Les enquêteurs partent donc sur la piste d'un chirurgien, d'un vétérinaire, voire d'un boucher. Et un chirurgien, justement, il y en a un qui habite à 200 mètres seulement des lieux, un Péruvien, Andrés Palominos Barrios. Il a 49 ans et n'a fourni qu'une vague photocopie en guise de diplôme. Il est connu pour son incompétence et c'est surtout un homme qui a déjà eu affaire à la justice. Il est connu pour des vols et des escroqueries. Donc c'est un beau suspect. Et à ce moment-là, nous pensions tenir l'auteur des faits. Barrios nie, mais s'empêtre dans ses dénégations. Le faux médecin est mis en examen pour assassinat accompagné d'actes de torture et de barbarie et placé en détention. Les habitants de Perpignan sont rassurés par cette arrestation, d'autant que 2 ans et demi auparavant, dans ce même quartier de la Gare, une première jeune fille de 17 ans, Tatiana Andujar, avait déjà disparu, mystérieusement. Barrios est donc en prison quand on apprend le 16 juin 1998 la disparition d'une 3e jeune fille, Marie-Hélène Gonzalez. Elle m'a dit qu'elle essayerait de rentrer donc, avec le soir, vers 9h, vers le train de 9h. Et moi, ce jour-là, d'habitude, je vais la chercher, mais ce jour-là, je n'ai pas pu. Elle m'a dit, surtout ne t'inquiète pas, je vais rentrer, surtout ne t'inquiète pas. Donc, 9h arrive, elle n'était pas encore arrivée. Je vais à la gare quand même, je prends ma voiture, je m'en vais à la gare. Je cherchais dans toute la gare et je ne l'ai pas vue. Je reviens à la maison, je dis à mon mari sûrement qu'elle a dû rencontrer quelqu'un, et comme d'habitude ils font, les jeunes, elle a dû rencontrer quelqu'un, elle a discuté, ou... Bon, je dis elle va rentrer. Mais 10 jours plus tard, près de la sortie du péage sud de Perpignan, un peu à l'écart de l'autoroute, sur un tas de détritus, un chiffonnier retrouve le corps nu de Marie-Hélène. Il découvre une partie du corps. Je dis une partie du corps parce que le cadavre, il manque la tête, les poignets, elle a été éviscérée. Ses organes sont posés à côté d'elle. Les découpes ont été pratiquées après la mort. Elles sont grossières et brutales, complètement différentes de celles observées sur le corps de Mokhtaria. Là, elles étaient chirurgicales et précises. Mais il y a aussi des similitudes entre ces deux meurtres qui intéressent beaucoup les policiers.
en position du fœtus. Et aussi le corps, difficile avec le temps, les 10 jours qui ont pu passer, mais le corps n'a pas de tache de sang. Donc apparemment exsangue. Comme Mokhtaria. Comme Mokhtaria, tout à fait. Il est dénudé, complètement dénudé, comme Mokhtaria. Et alors la constante aussi entre l'affaire Mokhtaria et l'affaire de Marilène, on voit que le meurtrier a pris soin qu'il n'y ait plus aucune trace qui permette de l'identifier. Trop de coïncidences. On n'aime pas beaucoup la coïncidence à la police. Les enquêteurs et les légistes pensent donc naturellement à un tueur en série. Est-ce que le médecin légiste va sur place au moment de la découverte du corps ? L'objectif, c'est d'aller sur place, de se rendre compte de ce qui s'est passé, de prendre la température et l'odeur de ce qu'il y a eu, et puis surtout de faire les premiers éléments nécessaires pour la datation de la mort, c'est-à-dire prendre les températures notamment du corps et de la température ambiante. Donc c'est ça, les enquêteurs vous appellent, vous partez sur place, vous emportez quoi, quel matériel ? Alors on a un matériel, le premier matériel actuellement qu'il faut emporter, c'est tout ce qui nous permet d'être sain sur le plan génétique. C'est-à-dire qu'il faut que l'on soit habillé de pied en cap, avec une cagoule, des masques, une combinaison, voilà, les experts, comme on voit à la télévision, dans certains films notamment. Il faut vraiment être habillé de pied en cap pour justement ne pas polluer la scène de crime avec notre propre génétique. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, lorsque l'on est sur place, eh ben, on se sert du matériel que l'on a. Bien sûr, des appareils photo, parce que pour nous, c'est extrêmement important de faire énormément de photographies sur la scène et sur les aspects très particuliers que l'on va retrouver. Mais on prend également des thermomètres spécifiques qui nous permettent de prendre la température ambiante, la température du corps, pour secondairement arriver à estimer un petit peu le délai post-mortem. Là, dans l'affaire de Perpignan, ce sont clairement les observations des légistes qui vont permettre de dire que les blessures observées sur les corps des différentes victimes peuvent avoir été provoquées, causées par le même auteur. Comment faites-vous pour dire ça ? Pour dire, quand vous avez plusieurs corps, voilà, c'est le même auteur qui a tué ces 3 personnes. Nous, au niveau médico-légal, on ne doit pas dire ça. C'est-à-dire qu'on va faire toutes les photographies, les examens de toutes les plaies, on va mettre ça sur un tableur X ou Y que l'on va détailler de manière très précise avec les profondeurs d'atteinte, avec les longueurs des plaies. On va les positionner, bien entendu. On va faire ça pour chacune des victimes. Mais après, de dire qu'il y a une similitude absolue et que c'est la même personne qui a provoqué le décès de 2 ou 3 personnes, ça, c'est pas notre travail, c'est le travail après de l'enquêteur ou de la justice. Nous, notre objectif, c'est de mettre en parallèle tout ça et bien sûr d'aider le magistrat ou l'enquêteur à pencher vers telle ou telle orientation. Vous savez quand même, vous, légiste, distinguer le travail, entre guillemets, d'un de vos confrères, un chirurgien, un médecin qui aurait procédé à ces découpes sur le corps, vous pouvez le dire. On peut orienter les enquêteurs en disant, a priori, on ne peut pas l'écrire parce qu'on n'a pas de preuves, bien entendu, mais que pour nous, ça nous évoque telle ou telle chose. Oui, ça c'est possible, bien sûr. Mais pour le coup, ça ne peut pas être le chirurgien suspect, puisque Palominos Barrios était en prison quand Marie-Hélène a été assassinée. Il est donc libéré. 2 années passent. Les enquêteurs piétinent quand une 4e jeune femme se volatilise. Une brune de 23 ans, Fatima Hidraou. Le 9 février 2001, à 19h, elle quitte le supermarché où elle travaille et rentre chez ses parents. Un trajet de 2 km qui passe par le quartier de la Gare. De suite, nous, on commence à poser des questions. On appelle sur le portable, on essaie, et puis bon, il n'y a pas de réponse. Toutes les 5 minutes, j'ai envoyé des messages, j'appelais, puis bon, on a attendu, puis à partir de 20h, là, c'était toutes les 2 minutes, toute la nuit. Toute la nuit, ça n'a pas arrêté. Et dès le lendemain matin, j'ai téléphoné à sa copine qui m'a dit non, je ne l'ai pas vue, elle ne m'a pas appelé non plus depuis le soir. Donc de suite, on est allés au commissariat toutes les deux. Et là, j'avais pris une photo avec moi et dès qu'ils ont vu la photo, là par contre, le commissaire ne m'a pas caché qu'il avait peut-être une inquiétude par rapport justement à la ressemblance avec les autres filles qui avaient disparu. Très vite, un témoin raconte aux enquêteurs qu'il a assisté à l'enlèvement d'une femme sur le parking d'un supermarché. Il a relevé le numéro de la voiture. Elle appartient à un certain Marc Delpech, 34 ans, père de famille et patron de bar à Perpignan. Le même Marc Delpech apparaît dans la boîte mail de Fatima. Il est aussitôt interpellé. Il était très calme, très blanc, immobile, figé.
Et je lui ai dit, mais très calmement, je lui ai dit, Marc, je l'appelais Marc, ce qui s'est passé, c'est pas le moment d'en parler, c'est pas le moment. Je veux simplement savoir où elle est. Et là, il s'est figé. Il y a eu un petit silence qui m'a paru très long. Il est devenu blanc. Il y a une goutte de sueur qui a perlé le long de son front. C'était vraiment très... Il m'a regardé, il me dit, je l'ai jeté au Cap Béar. Cap Béar, c'est un cap que nous avons avancé sur la côte rocheuse en allant vers l'Espagne. Delpech n'a dit qu'une partie de la vérité. Il a bien tué Fatima Hidraou. Il prétend qu'ils avaient une liaison, qu'elle était sa maîtresse et qu'elle était devenue jalouse. C'est sa version. Un mois plus tard, le corps de la jeune femme est retrouvé, à moitié enterré, non pas au Cap Béar, comme l'a déclaré Delpech, mais au bord d'un étang, à 500 mètres de chez lui. Il y avait une forte tramontane qui avait érodé le sable et le corps était apparu. Et elle porte manifestement, ce qui sera confirmé par l'autopsie, des traces de coups, essentiellement au niveau du visage. Il y a, je crois, 2 dents qui sont cassées, il y a tuméfaction au niveau de la bouche, des traces qui sont assez univoques dans le sens de violence directe sur la jeune fille. Alors, Marc Delpech a-t-il tout dit en avouant ce seul meurtre ? Tout le monde s'est posé la question, est-ce que nous avions arrêté le tueur en série de la gare de Perpignan? Difficile, certains magistrats, certains policiers pensaient que non, d'autres que oui. Parce qu'il y a des différences, il y a des différences notables, fondamentales, entre le traitement surtout des cadavres. Je rappelle, Matiana, on n'a pas le corps. Mokhtaria, elle est exposée avec des découpes corporelles précises et nettes. Marie-Hélène est dissimulée sous des détritus, avec des découpes grossières. Fatima est enterrée, sans ablation, sans découpe. Quand même, chez Delpech, les enquêteurs vont faire une troublante découverte. Ils collectionnent les coupures de presse sur le tueur de la gare. Quand on lui demande pourquoi, il explique qu'il a commencé la rédaction d'un roman sur cette affaire. Un roman dont les policiers trouvent effectivement l'ébauche sur son ordinateur. Le texte est intitulé « Tatiana », du nom de la première disparue. Mais malgré ce document troublant, rien ne permet d'établir un lien entre Delpech, la disparition de Tatiana et les meurtres de la gare. En 2004, Delpech a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Fatima Hidraou, et uniquement pour celui-ci. Les autres affaires restent aujourd'hui encore des mystères. Alain Miras, on n'a jamais retrouvé le corps de Tatiana Andujar, et si on le retrouvait aujourd'hui, si longtemps après, est-ce qu'il pourrait encore nous apprendre quelque chose ? Oui, je pense qu'il pourrait nous apprendre quelque chose. C'est difficile d'être affirmatif, bien entendu, mais je pense qu'il pourrait apprendre beaucoup de choses. Tout d'abord, dans ces cas-là, quand on retrouve des corps qui sont vraisemblablement, comme dans ce cas précis, à l'état de squelette, puisque ça fait quand même plusieurs années, la base, c'est de faire un scanner, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est le premier examen à faire. On fait un scanner qui permet de bien visualiser les différents éléments. La deuxième chose que l'on va faire, c'est faire appel à un anthropologue. Les médecins légistes connaissent tous un petit peu d'anthropologie, savent examiner les os. Il n'empêche qu'il y en a très peu parmi les médecins légistes qui sont des anthropologues expérimentés et de qualité. Donc c'est vers eux qu'il faut se tourner et il faut travailler de manière conjointe avec les anthropologues. Donc si on retrouvait le squelette de Tatiana, on saurait que c'est une femme. Et qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore ? Qu'est-ce qu'on pourrait savoir ? On pourrait trouver des éléments traumatiques s'il y a des lésions qui ont été faites par des couteaux notamment. On peut retrouver certains éléments et essayer de les identifier. Alors après, la difficulté, c'est de faire la différence entre ce qui s'est passé avant la mort et ce qui s'est passé après, puisqu'il y a toute une série d'animaux qui peuvent intervenir et qui peuvent perturber les traces qui ont été laissées par l'auteur lors des faits. Lubin, Ponthieu, Perpignan. 3 affaires qui montrent combien le médecin légiste est au cœur de l'enquête criminelle. Mais si l'autopsie permet parfois de lever le mystère, il arrive aussi qu'elle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Elle reste pourtant l'un des points de repère des enquêteurs, magistrats et avocats. Un espoir aussi, car la médecine des morts évolue sans cesse à chaque autopsie.